Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur France 2 pour la première partie des deux émissions que nous consacrons à l'éducation qui tient une place centrale dans la vie de chacun et à tous les niveaux. On se demandera quelle peut être la vision et la place de l'éducation dans la société actuelle et quelles recommandations donner aux principaux intéressés. En effet, de nouvelles problématiques ont un impact sur le métier d'enseignant. Quelles sont-elles ? Et quelles sont les conséquences observées sur la conduite des élèves en classe? Comment les enseignants peuvent-ils faire face à ces difficultés, notamment avec les outils de la voix bouddhiste? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invitée, Edia Ferjani. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pratiquante du bouddhisme zen depuis une trentaine d'années, auprès du maître Gérard Pillet. Ingénieur de l'École centrale de Paris et agrégé de mathématiques, vous enseignez entre autres à l'IUFM de Paris dans le cadre de la formation des futurs enseignants. Et actuellement, vous êtes professeur de mathématiques à Annonay, c'est en Ardèche. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci de votre accueil. Alors, je le disais à l'instant, on peut se demander quelles sont les nouvelles problématiques face auxquelles sont confrontés aujourd'hui les enseignants. Je vais m'appuyer sur des observations qui ont été faites il y a quelques années par Philippe Mérieux, qui est un chercheur en sciences de l'éducation et un pédagogue. La première problématique, elle est liée au statut de l'enfant. Auparavant, les familles faisaient des enfants. Et il y a un changement, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'enfant qui fait la famille. C'est-à-dire ? Avant, les familles avaient plusieurs enfants. Et quand un enfant naissait, il n'était pas nécessairement un enfant désiré. De nos jours, les parents contrôlent plus le nombre d'enfants qu'ils souhaitent avoir. Et bien souvent, l'enfant qui naît est un enfant désiré. Et en venant combler notre désir, l'enfant change de statut. Ce fait, il prend la place d'un maître, finalement, qui va nous imposer en quelque sorte ses désirs auxquels on a du mal à résister de peur de devenir des mauvais parents. Le deuxième point est peut-être lié à la société de consommation. Exactement. Et ça vient renforcer la première problématique. On est dans une société où on est entouré de gadgets. On n'a qu'à les acheter pour satisfaire nos enfants. La société de consommation dans laquelle on est, c'est une société qui fait en sorte qu'il y a une sorte de caprice généralisé, où le comportement, la compulsion d'achat devient un mode courant d'être. C'est une attitude, c'est un problème qui est très néfaste pour l'enfant parce qu'il va lui faire croire que le moindre désir peut être assouvi moyennant des moyens financiers. Et c'est lié aussi d'ailleurs à l'espace personnel qui est envahi par le numérique. Le numérique est un outil qui nous rend énormément service. On ne peut pas le nier. Mais au niveau des comportements, il induit une tendance à l'individualisme et des modes d'être qui sont dans le zapping. C'est-à-dire que, aussi, avec Internet, on a l'impression qu'à n'importe quelle question qu'on peut se poser, il y a une réponse et qu'il suffit de 2 clics, qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts pour qu'on trouve la réponse. Mais alors, justement, quelles sont les conséquences observées sur les élèves ? Vous, en tant que professeur de mathématiques, qu'est-ce que vous voyez ? La première constatation, et elle est flagrante, c'est la dispersion. Les élèves ne tiennent plus en place. Il faut que ça change tout le temps. Ils ont du mal à mobiliser leur attention sur un même sujet longtemps. Et ça, c'est un effet immédiat du zapping. C'est une agitation qui n'est pas seulement sur le plan mental d'ailleurs, où ils ont du mal à mobiliser leur concentration, mais également sur le plan physique. La deuxième constatation,
Ils exigent carrément la réponse à sa question. Et ils sont dans une attente tout de suite que cette réponse se trouve à l'extérieur et qu'on la leur fournisse. C'est-à-dire... En vous écoutant, on a le sentiment qu'en fait, c'est des réactions pulsionnelles qui se manifestent. Hein. Oui, oui. Ce sont des réactions pulsionnelles qui, en plus, induisent un travers qui ne rend pas service aux élèves, dans le sens où on voit apparaître tout de suite de l'anxiété, voire de l'angoisse, dès qu'un élève est face à une difficulté. Et je pense que si ils n'ont pas été suffisamment accompagnés dans leur enfance pour savoir faire face à un plaisir, à un désir qui n'est pas satisfait immédiatement. Ils ne sont pas habitués à faire face à la frustration, en quelque sorte. Oui, et finalement, ce qui existe aussi, c'est que l'autre n'existe pas forcément dans leur champ visuel. Et ça, c'est aussi deux problématiques qui sont liées. C'est encore lié au numérique. On constate que les élèves se vivent de plus en plus comme s'ils étaient seuls dans le groupe. Oui, c'est une forme d'individualisme. C'est une forme d'individualisme et elle est presque normale au vu de ce qu'on observe dans la société occidentale d'aujourd'hui. On tient moins compte de la présence de l'autre, on ne se vit moins comme faisant partie d'un ensemble plus large. Et si les adultes sont dans cette attitude, c'est normal. Alors justement, comment un enseignant aujourd'hui peut faire classe, j'allais dire, face à ces différentes énergies qui sont complètement atomisées? Pour moi, le premier point essentiel, c'est qu'on ne peut pas faire classe sans s'appuyer sur un groupe structuré. Donc c'est le cadre. Hein? C'est le cadre, c'est un incontournable. Un enseignant, il ne peut pas passer son temps à courir d'un élève à un autre pour lui répéter la même consigne qu'il vient de donner à tout le groupe, mais parce que l'élève est dans une perception fermée de son espace, fait que il n'écoute pas. Il n'écoute pas ce qui concerne le groupe. Il ne peut pas non plus passer son temps à canaliser les interventions qui sont de plus en plus individuées. Quelles que soient ses qualités de pédagogue, l'enseignant a besoin de s'appuyer sur un groupe classe. Ça, c'est le point essentiel. Maintenant, c'est évident qu'un enseignant doit maîtriser sa discipline, maîtriser les outils de didactique, maîtriser les outils de pédagogie. Mais c'est évident qu'au jour d'aujourd'hui, c'est insuffisant pour relever le défi qui l'attend. Il est important qu'il réintègre sa mission d'éducateur. Et que l'élève, donc, soit autant dans le savoir-être que dans le savoir-faire. Exactement. C'est du rôle de l'enseignant d'aider l'élève à développer, à ouvrir son cœur, à développer ses qualités humaines autant que son intelligence. Oui, et puis c'est aussi le rôle de l'enseignant de garantir le bien-être des élèves. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais quand on voit aujourd'hui tous les soucis psychologiques qui se déclarent, surtout après cette période de Covid, la mission de l'enseignant est d'autant plus importante. Mais alors, j'aimerais que l'on revienne au bouddhisme plus spécifiquement. Et est-ce que la voie du Bouddha propose justement des outils pour aider les enseignants? La voie du Bouddha pourrait aider les enseignants à installer des pratiques dans leur classe qui seraient des antidotes à tous les comportements néfastes qu'on peut observer chez les jeunes. Maître Dogen nous parle des 4 pratiques du Bodhisattva. Et comme vous le savez, le Bodhisattva est un être qui aspire à l'éveil en aidant tous les êtres.
Grâce à ces pratiques, l'élève pourrait accéder à son bien-être tout en œuvrant pour le bien-être de tous les autres. Par une telle démarche, on pourrait redonner vie, redonner goût au vivre ensemble dans nos classes. Et est-ce que vous pensez que les élèves, de manière générale, peuvent être réceptifs justement à cet antidote, comme vous l'appelez? Oui, les jeunes sont friands de développer des qualités positives. Mon observation, c'est que ils sont en attente d'avoir face à eux des adultes qui leur donnent des modèles qui les aident à dépasser les difficultés qu'ils rencontrent. Sur le plan de l'être également. Alors, c'est ce que nous verrons dans l'émission de la semaine prochaine, justement, quelles sont les différentes étapes. Mais on va juste donner un avant-goût de la qualité qui semble vraiment essentielle, c'est celle du don. Maître Dogen dit au sujet du don, qui est une pratique importante du bodhisattva, que toute activité est don. Une loi simple à laquelle on peut sensibiliser nos élèves, c'est que donner-recevoir relève de la même dynamique. La vie n'est qu'une chaîne de dons qui implique tout le monde. C'est l'interdépendance? C'est l'interdépendance. Prenons des exemples simples. Le maître Zen Katigari donne un exemple très simple. Il dit, le fait de dire bonjour à autrui, en pleine ouverture, a la capacité de transformer l'autre et de nous transformer également. Dans une salle de classe, un élève, pour recevoir un enseignement, doit faire don de son écoute, de sa disponibilité, de son ouverture à ce qu'il ne connaît pas. Et le sensibiliser à être dans cette attitude d'ouverture de l'esprit du don. Et c'est tout à fait autre chose que de lui imposer du silence. Bien sûr. Par autorité. C'est l'apprentissage de l'altérité, d'une certaine manière. Exactement. Merci infiniment, Edia Ferjani. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de ces outils, de cet antidote, comme vous l'appelez, et pour voir justement comment on peut éveiller ces élèves et leur donner des clés pour avancer. Merci infiniment. Merci à vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques pistes de lecture que nous vous proposons. Tout d'abord, Sagesse du cœur de Gérard Pilet aux éditions Kanjizai. Alors que notre civilisation moderne s'est efforcée d'étendre l'instruction à tous les membres de la société, elle a en revanche complètement délaissé ce que l'on peut appeler l'éducation du cœur. Dans cet ouvrage, Gérard Pilet, moine zen, mais aussi ancien professeur de philosophie, montre que cette lacune peut être comblée par les enseignements du bouddhisme. Bienveillance et bonté de Sa Sainteté le Dalai Lama aux éditions Guitre et Daniel. Dans cet ouvrage, le Dalai Lama décrit la nature de la bienveillance et comment sa pratique affecte concrètement chaque domaine de la vie. Cet ouvrage s'adresse aux pratiquants de toutes les confessions et croyances qui s'intéressent aux vies emplies d'espoir, de promesses et d'authenticité. Et enfin, Guide illustré du Zen de Seigaku Hamato aux éditions Le Prunier Suni. Cet ouvrage offre un tableau complet des différents aspects du bouddhisme Zen Soto qui intègre les enseignements essentiels du bouddhisme à la pratique quotidienne. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver pendant un mois sur la plateforme France.tv. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite et nous vous souhaitons une très, très belle journée. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la suite de nos émissions consacrées à une thématique qui nous touche tous, l'éducation. Après avoir exploré la semaine dernière les nouvelles problématiques et les conséquences que cela peut produire aussi bien sur les enseignants que sur les élèves, nous allons voir qu'il existe des solutions. Face à des comportements nocifs, la pédagogie de l'enseignement du Bouddha propose en effet de développer des comportements bénéfiques. Au lieu de s'opposer et combattre, elle prescrit un antidote. Quel est-il plus précisément? Quel rôle peut jouer dans ce cadre la parole aimante vis-à-vis des autres?
Comment mettre ces pratiques en place à un niveau plus large? Nous retrouvons pour en parler notre invitée, Edia Ferjani. Edia, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, je rappelle que vous êtes pratiquante du bouddhisme zen depuis une trentaine d'années auprès du maître Gérard Pillet. Ingénieure de l'École centrale de Paris et agrégée de mathématiques, vous avez enseigné entre autres à l'IUFM de Paris dans le cadre de la formation des futurs enseignants et vous êtes actuellement professeure de mathématiques à Annonay, c'est en Ardèche. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, nous avons vu la semaine dernière qu'effectivement, face à des comportements nocifs, la pédagogie de l'enseignement du Bouddha propose de mettre en place des comportements bénéfiques grâce à un antidote. Quel est-il plus précisément et comment est-ce qu'il peut aider les élèves qui peuvent mal vivre différents maux qu'on a pu voir, que ce soit l'inattention, le manque de respect, toutes ces choses? Maître Dogen invite le bodhisattva à 4 pratiques. Le bodhisattva aspire à l'éveil en aidant les autres. Ces 4 pratiques sont le don, la parole aimante, l'altruisme et l'harmonie, l'accord. Et on peut relever que ces 4 pratiques concernent la sphère de la relation à l'autre. Alors, on l'a déjà évoqué brièvement la semaine dernière, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler justement ce qu'est cette pratique du don qui est essentielle? Il s'agit en réalité de sensibiliser les élèves à la pratique du don, leur faire prendre conscience que dans la vie, le don est partout et que l'on vit dans une chaîne de dons. Leur faire prendre conscience, par exemple, que participer en classe est une forme de don pour soi et pour l'autre. Mais ça peut aussi être dans un autre cadre. Finalement, il n'y a pas que la connaissance qui compte. Prenons la nature, par exemple. Exactement, oui. Vous avez raison. Faire prendre conscience aux élèves que la nature nous fait don, que les personnes qui préparent le repas à la cantine scolaire nous font don, peut transformer la relation de l'élève à la nourriture et peut développer en parallèle la gratitude et le respect envers tout l'univers. Oui, finalement, c'est une question aussi de participation. Participer, c'est une forme de don pour soi et les autres. Exactement. Participer, c'est... si on prend l'exemple de la participation en classe, par exemple, un élève qui va participer, avant, il va réfléchir à sa question. Sa question lui permet d'affiner sa pensée. Elle va lui permettre également de faire le point sur ce qu'il connaît, ce qu'il ne connaît pas. Ça le rend actif dans l'apprentissage. Et ça, c'est un don pour l'élève, pour lui-même. Mais également, on peut dire que c'est un don pour les autres aussi, parce que y a un partage de connaissances. Mais également, il donne l'exemple aux autres. Il les encourage à être dans la même dynamique. Oui, c'est un cercle vertueux. Exactement, c'est un cercle vertueux. Alors, justement, tout à l'heure, vous évoquiez la parole aimante. Qu'en est-il et surtout comment la mettre en pratique, ce qui n'est pas toujours évident, notamment dans une salle de classe? Non, ce n'est pas évident au départ. Mais ce que l'on peut constater, et c'est une évidence, pour qu'un élève arrive à exprimer ses difficultés, lever la main et dire « je n'ai pas compris », il faut qu'il se sente en confiance. Il ne faut pas qu'il ait la crainte de se sentir jugé, dénigré, moqué. Et pour ça, il faut installer l'échange bienveillant entre les élèves, le développer. Alors, ça rejoint d'une certaine manière la pratique altruiste. C'est vraiment comment considérer l'autre et sa singularité. Alors, pour ce qui est de la pratique altruiste, l'entraide est essentielle dans un groupe. Prendre soin, c'est un potentiel chez l'être humain.
Et c'est important que l'enseignant aussi participe à le faire développer chez les élèves. Le sens de la coopération, de travailler ensemble, nous met nécessairement dans la posture d'une fraternité. Sans oublier que c'est vrai que s'entraider, être dans la position d'expliquer à autrui, ça permet aussi de mieux maîtriser les apprentissages. En fait, ça rejoint aussi cette valeur bouddhiste très importante qui est l'interdépendance. Le fait de s'entraider, c'est là aussi une chaîne. C'est une chaîne vertueuse, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que déjà, prendre conscience que on a tous besoin à un moment ou à un autre d'être aidés. Mais comment est-ce qu'on peut faire concrètement? Comment vous vous y prenez justement avec vos élèves pour favoriser cette entraide? Leur laisser le temps. Leur laisser le temps du partage entre eux, par moment. Ça leur apprend également de prendre conscience que parfois l'apprentissage, c'est des questions de rythme, que nous n'évoluons pas tous au même rythme, que tous les rythmes sont respectables. C'est une forme d'ouverture pour eux à l'autre. Accorder du temps pour qu'ils travaillent ensemble, pour qu'ils s'expliquent mutuellement les choses, qu'il y ait une forme de vie et d'échange de connaissances entre pairs. Mais cela suppose une forme d'harmonie, une forme d'accord. C'est la 4e pratique importante à laquelle nous incite Maître Dogen. Nous savons que la réalité des choses, c'est l'interdépendance. Et que malheureusement, l'individualisme qui gagne du terrain dans nos sociétés occidentales est une forme de déni de cette réalité. Faire prendre conscience, faire évoluer le rapport des élèves vers une harmonie entre eux, ça commence déjà par leur faire prendre conscience de ces mécanismes ancrés qui nous conduisent souvent à commencer par juger l'autre, à le comparer à soi, à ses idées à soi. Bref, à être dans des mécanismes qui en réalité sont dans le refus de l'autre. Alors, c'est là qu'interviennent peut-être les rituels. C'est important pour vous, je le sais. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce que vous entendez, vous, par rituel? Je sais que le mot rituel est malheureusement a pu être mal interprété dans le milieu scolaire, alors qu'il a ses vertus. Le rituel, pour moi, c'est tout simplement d'avoir des habitudes communes. C'est un outil qui nous permet de respecter des règles qui font que les choses se passent plus facilement et de façon plus harmonieuse. C'est tout simplement, pour moi, qu'on ne commence pas un cours sans se dire bonjour. On ne prend pas la parole sans lever la main. On ne se coupe pas la parole, ni les élèves entre eux, ni les élèves vis-à-vis de l'enseignant, ni l'enseignant vis-à-vis des élèves. Toutes ces petites règles-là qui permettent que les choses se passent de façon harmonieuse. Et cela permet de mettre un cadre, comme vous le disiez dans la précédente émission, justement. C'est essentiel. Pour moi, la mise en place d'un cadre structurant est essentielle pour qu'il y ait vie en commun. Alors justement, est-ce qu'on pourrait se demander si on ne pourrait pas étendre ces pratiques peut-être à d'autres niveaux de la société, dans d'autres domaines? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, dans le cadre scolaire, ce qu'on peut observer dans les pays scandinaves, il y a eu des initiatives dès les années 90. Ils ont mis en place, dès, je crois, dans les années 95, des cours d'empathie, de la maternelle au lycée.
Alors, ce ne sont pas des cours magistraux, hein, des ateliers, plutôt sous format d'ateliers, où les enfants apprennent à mettre des mots sur leurs émotions pour mieux gérer les émotions négatives, apprennent à développer des attitudes positives, la persévérance, la gentillesse, l'écoute. En France, commence à avoir des initiatives. C'est plutôt positif. C'est positif. Elles sont encouragées par l'institution. On voit que dans certains projets d'académie, garantir le bien-être de l'élève fait partie des axes sur lesquels elle travaille. Mais je pense qu'aussi qu'il faudra renforcer en plus l'autre côté. L'épanouissement individuel de l'élève ne s'oppose pas, à mon sens, au bien-être collectif. C'est-à-dire que ne pas tenir compte seulement de la sphère juste centrée sur l'élève, mais élargir notre attention et redonner l'importance de la vie en société, à la vie de groupe qui prépare à la vie en société. Et cela passe par quoi, selon vous? Peut-être déjà un meilleur dialogue entre les enseignants et les parents? Du dialogue, parce que parents et enseignants sont des éducateurs. Et comme je le disais à la première émission, l'enseignant a un rôle d'éducateur et dont il faut qu'il s'empare de ce rôle, sans tabou. Merci infiniment, Lydia Ferjani, d'avoir été avec nous durant ces 2 émissions. Merci pour vos précieux conseils. Merci à vous. Et si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques livres. Tout d'abord, Le Zen de Gérard Pillet aux éditions L'Harmattan. L'auteur, Maître Zen, invite ici à retrouver le véritable chemin de cette voie. Il propose également un éclairage spirituel sur les grandes problématiques actuelles, telles que la crise écologique ou le déni de la mort, et interroge le rapport entre zen et philosophie. Sagesse du cœur de Gérard Pillet aux éditions Kanjizai. Alors que notre civilisation moderne s'est efforcée d'étendre l'instruction à tous les membres de la société, elle a en revanche complètement délaissé ce que l'on peut appeler l'éducation du cœur. Cultiver l'empathie, cahier d'activités pour les enfants de Yedi France aux éditions Contredire. Conçu spécialement pour les enfants, ce cahier d'activités regorge d'exercices amusants qui leur enseignent comment comprendre et partager ce que les autres ressentent. Les activités comportent des instructions simples afin que les plus jeunes puissent facilement les compléter et s'entraîner à être réfléchis et prévenus. Et enfin, la méditation pour les ados de Marie-Christine Champeau-Cunin, publiée aux éditions Marabout. À l'adolescence, tout n'est que bouleversement, c'est le moment idéal pour apprendre à souffler, à se poser et à se relaxer pour avancer dans cette période pleine de changements. Cet ouvrage propose d'améliorer le quotidien des ados en leur apprenant à méditer et apprend aux parents à gérer chaque étape de l'évolution de leurs enfants. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver pendant 1 mois sur la plateforme France.tv. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.